Bonjour à tous et bienvenue dans CyberTalk, le podcast de la Cybersecurity Coalition, podcast mensuel dans lequel j'interviewe des personnalités du monde de la sécurité en ligne. Et dans cet épisode, je suis parti à la rencontre de deux lauréats d'un Cybersecurity Award cette année, deux personnalités du monde de la sécurité en ligne, à savoir Axel Leguet, qui est lauréat du Cybersecurity Researcher Award, donc notre chercheur de l'année finalement, pour ses recherches pionnières au service de l'industrie et de son engagement à placer la cybersécurité au cœur du développement de la Wallonie. Ça fait très plaisir d'entendre ça. Bonjour Axel. Bonjour. Et puis Vanessa Ling, lauréate du Privacy Award de cette année, pour avoir constitué une équipe de haut niveau quand même, faut le dire, et gérer la protection des données au sein d'une organisation qui collecte des données les plus sensibles de Belgique. Et on va y venir. Ce que je ne fais pas d'habitude, mais là je vais me permettre de le faire parce qu'aujourd'hui, finalement, dans ce numéro-ci de ce podcast, on va parler de vous. J'ai mes petites fiches. Et alors, Axel, je sais déjà des choses sur toi. Je ne sais pas si je sais tout sur toi, mais tu vas me dire si je me trompe ou s'il manque des choses. Mais donc, tu es un ancien professeur à l'UC Louvain, moteur du programme CyberWall. Et tu as donc remporté le prix du chercheur de l'année pour tes travaux sur la cybersécurité et notamment, c'était vachement intéressant, le développement d'algorithmes d'IA pour la détection de malware. Ta recherche crée, c'est ce qu'on me dit dans mes fiches, une synergie entre l'IA et la cybersécurité qui sont finalement, et ça c'est vrai, deux piliers essentiels pour l'avenir numérique. Et par ailleurs, toi, Axel, tu t'engages activement dans la formation des prochaines générations scientifiques et la création d'un centre d'expertise en Wallonie dans le but d'attirer des talents finalement du monde entier. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il manque quelque chose? C'est juste. Alors, il manque des choses dans le sens où j'ai été professeur, oui, un peu à l'UCL, mais j'ai été aussi dans beaucoup d'endroits dans le monde et c'est ce qui m'a permis d'avoir une certaine diversité, une vision au-delà de la Belgique. J'étais prof au Danemark, j'étais aussi très longuement aux États-Unis. Donc, disons que j'ai un parcours riche et varié et qui va encore être plus riche dans les années à venir puisque j'ai décidé de me réorienter dans le secteur privé. Pour tout ce qui est du prix, je pense que c'est juste, puisque c'est le jury qui le dit. Et évidemment, le centre dont tu parles, c'est le centre qu'on organise sur le site de Redu avec une école qui mène à la fois académique et industrie, qui est, je considère, comme un de nos plus grands achievements ces dernières années, oui. Ok, super. En tout cas, belle carrière. Enfin, j'en vois qu'un petit morceau, mais c'est vachement intéressant. Et puis, notre deuxième invité du jour, donc Vanessa. Le jury a été impressionné, je lis mes fiches, mais le jury a été impressionné par ton rôle de leader, du rôle que tu as joué dans la promotion des pratiques de la confidentialité au sein de Proximus, voilà, maintenant on l'a dit, ainsi que par ta capacité à intégrer la protection de la vie privée dans les stratégies de gouvernance de l'entreprise. Et c'est vrai que si on te demande, tiens, mais qu'est-ce que ça fait? C'est vachement important. Parce que ton approche stratégique a non seulement renforcé la protection de la vie privée, soyons clairs, c'est quand même super important aujourd'hui, mais ça a également contribué à une culture de la transparence. Et ça, j'aime bien, moi. La responsabilité du travail d'équipe. Merci, Cathy, pour avoir écrit cette petite fiche. Qu'est-ce que tu en penses, Vanessa? C'est très gentil de la part de Cathy et du jury. Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Oui, donc le profil est exact, c'est vrai. Lancement d'une équipe, d'une gouvernance, tout un programme dont on en parlera. Et c'est vrai que tu as bien pointé la question de la transparence qui est vraiment centrale dans tout ça. Première question à toi, Vanessa. Quels ont été les moments importants, en tout cas dans ta carrière, qui t'ont permis d'arriver là où tu es aujourd'hui? Et donc là où aujourd'hui, le jury a estimé que tu avais tout à fait droit à être lauréate de ce prix-là. En fait, je suis juriste de formation, donc j'ai passé 10 ans au barreau, plus dans le secteur Désolé. Voilà, j'essaie de me rattraper depuis dans le secteur des médias, tu vois, un secteur que tu connais bien. Et puis après, ça c'est un peu la particularité de mon parcours et je pense que ça m'a pas mal aidé. Je suis passée un peu du côté obscur de la force en travaillant plus du côté plus commercial, business des choses pendant 10 ans à nouveau. Et donc je suis revenue au côté privacy en fait seulement en 2018 au moment de l'entrée en vigueur du GDPR, donc un peu tard du coup pour arriver parce que c'était au moment de son entrée en force.
Et voilà. Et depuis lors, les grands moments se succèdent depuis mon arrivée dans cette position, la découverte de toute la complexité de la réglementation, mais aussi de la pratique. Et puis voilà, d'étape en étape, avec la construction d'une équipe, en recevant des ressources, de construire petit à petit les choses, voilà, pour lesquelles j'ai l'honneur d'avoir reçu cet award aujourd'hui. Et donc, si je peux me permettre, finalement, le GDPR a une grosse influence dans ta vie professionnelle. Tout à fait. Donc, je l'ai découvert, je dois dire, je suis arrivée en juin 2018, donc dans cette position. Je ne connaissais pas le GDPR, je dois l'avouer. Et donc, je l'ai découvert, mais comme finalement beaucoup de praticiens, je pense, en Europe, à cette époque-là. Et voilà, et tout le gros challenge est de réconcilier ce texte qui finalement est un texte de principe, de le réconcilier avec toute la complexité de la réalité, notamment d'un opérateur télécom comme Proximus, mais de beaucoup d'entreprises technologiques, une réalité très complexe qui évolue sans cesse, avec beaucoup d'innovations. Et donc voilà, c'est un domaine du droit à la base, mais qui est passionnant parce que voilà, il s'agit d'interpréter, essayer d'appliquer ces principes high level à une complexité pratique. Voilà, donc beaucoup de créativité, beaucoup de travail d'équipe, beaucoup de nouvelles compétences aussi qui sont pas celles de juristes de base, de définition de processus, de gouvernance, de communication, de change management, tout ça on en parlera. C'est un peu autre chose que l'avocature finalement. Oui, complètement. Mais c'est vraiment très intéressant. Ouais. Et Axel, j'ai une question parce que moi, t'as un profil qui m'amuse et qui m'intéresse parce qu'il y en a pas tellement, on va se le dire, mais des chercheurs qui ont un jour décidé de se dire et si j'allais voir du côté de la cybersécurité, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, moi j'ai un profil d'informaticien mathématicien, donc à l'époque, il n'y avait pas d'informatique pure dans les universités, c'est-à-dire qu'on commençait par 2 ans de mathématiques avec un peu d'informatique, mais surtout des mathématiques. Alors, c'est très bien pour moi, j'adorais les mathématiques, j'adore toujours. Puis je fais une thèse de doctorat sur la vérification de systèmes formels, donc ça c'est un peu le test, mais avec des langages compliqués, enfin bref, des maths, à nouveau des maths pour la vérification, donc pas vraiment ce que les entreprises utilisent. Puis j'ai été aux États-Unis. Alors j'ai eu le prix IBM de recherche cette année-là, et donc je suis allé aux États-Unis, j'étais sûr que évidemment tout ce que j'avais fait était parfait. J'ai expliqué ça au professeur qui m'avait accueilli, il m'a dit écoute, j'ai un signal sur ma TV, j'ai une conversion de signal, puisque tout ce que tu as fait c'est parfait, montre-moi comment ça marche. Et là je me suis rendu compte que j'étais très bon en théorie mais très mauvais en pratique, et donc qu'il fallait un peu me réorienter. Et donc ça a pris beaucoup de temps de réorienter tout ce que j'avais fait vers des applications pratiques, donc du vrai test logiciel. Et puis, au moment où je faisais ça, c'est des années, il se passe du temps, hein, et on arrive en 2015, et c'est le moment où il y a WannaCry, où on commence à parler de la cybersécurité, et où je me dis, en fait, ça c'est une science assez intéressante, parce qu'on peut, en fait, on la renouvelle tout le temps, et on n'a pas besoin d'avoir un passif de 350 années, comme on a en maths, avec des théorèmes, des choses comme ça. Donc je me dis, c'est à la fois cool au niveau de l'impact que ça aura sur les citoyens, mais aussi des collaborations qu'on peut avoir avec des personnes qui arrivent, qui disparaissent, qui changent. Et donc voilà comment je suis passé, on va dire, des maths un peu pures, formelles, à la cybersécurité. Mais c'est un processus qui prend 10 ans. Hein. Ouais. Et puis en fait, c'est un domaine large, la cybersécurité. Enfin, je veux dire, ça couvre quasiment tout. En plus, ça couvre tout le monde. On a tous un téléphone. Aujourd'hui, on a un ordinateur, qui soit personnel ou professionnel. Vanessa, juriste qui travaille dans la protection des données principalement, on se retrouve ensemble avec toi, qui est chercheur dans la cybersécurité. Il y a un lien. Hein. Pardon ? Il y a un énorme lien entre les deux, parce que pour valider le RGPD de point de vue automatique, on a besoin d'avoir un juriste qui nous l'explique. Exactement. Et à l'inverse, la sécurité des données est d'un des requirements du GDPR. Donc, on travaille tout le temps en fait avec nos collègues de cyber security. Hein, exactement. Dis, petite question, parce que je t'ai entendu parler d'un prix aux États-Unis, c'est ça que tu as dit? Non, c'était un prix en Belgique, c'est la meilleure thèse en informatique, c'était le prix IBM donné par le FNRS. Rien que ça, parce que si je ne me trompe pas, mon petit doigt m'a dit que tu avais aussi été élu Wallon de l'année en 2023. Et j'ai eu le eGov Award d'Agoria pour Corona Alert à l'époque. Puisqu'on parle d'Award, tiens, j'ai une question pour vous deux, et on va commencer par Vanessa, mais finalement,
Voilà, tu as reçu ton award, ça fait quelques jours maintenant, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu vois déjà des choses? Est-ce que ça a changé des choses? Alors peut-être personnellement, mais en tout cas professionnellement pour toi, cette victoire, ça veut dire quoi? Oui, tout à fait. C'était une consécration quand même d'un travail qui est parfois un peu ingrat, puisque voilà, on arrive avec cet arsenal réglementaire dans une entreprise en pleine croissance, dans un secteur où il y a énormément d'innovation et dans lequel on a toujours baigné dans un grand volume de data depuis toujours. Et tout d'un coup, on arrive et on dit bon bah non, ça on va plus pouvoir faire, il va falloir faire ça différemment, ça non, etc., etc. Donc c'est un travail pour moi et pour mon équipe qui est voilà qui était pas facile, surtout au début. Voilà, c'est un travail un petit peu d'éducation au changement, en fait, de petit à petit amener les choses. Et on a été confronté un peu, c'est un peu comme les grandes phases, voilà, d'abord du déni, de la colère, de la dépression, jusqu'à ce que finalement les gens acceptent que oui, le GDPR était là et qu'il fallait en faire quelque chose. Et donc on a construit, je dois dire, avec un bon soutien de notre comité exécutif, etc., et avec des ressources qui m'ont permis de construire cette équipe de top experts que tu mentionnais en début. Voilà, on a pu gagner petit à petit une reconnaissance en interne, mais il n'empêche que c'est vrai que cet award, déjà c'était le premier Privacy Award qui a été donné par la coalition cette année. Et je trouve ça franchement formidable que ça a été fait, parce que c'est une profession où il n'y a pas énormément, on se donne pas des awards, des récompenses, on est des gens sérieux, on travaille, on fait notre boulot, souvent dans l'ombre comme je le disais. Et donc voilà, c'est une reconnaissance qui fait du bien personnellement, mais qui fait du bien aussi à mon équipe, et je pense aussi aux privacy professionnels en général. Il y a des études qui ont été menées qui ont montré que la profession de DPO est plus sujette au burn-out, aux dépressions et autres. C'est une fonction qui est mentalement assez difficile, mais qui en même temps offre plein de possibilités fantastiques. Mais voilà, ça fait quand même du bien. Ça fait du bien, je dois dire. Ouais. Cool. Et toi, Axel, alors je ne voudrais pas être dénigrant, mais c'est quoi pour toi? C'est juste un award au plus sur ton étagère, ou est-ce que ça apporte quelque chose? Attends, ça va être le dernier que j'aurai dans ma vie, à mon avis, parce que je deviens vieux, donc je pense que non. J'étais très content de le recevoir pour plusieurs raisons. La première, évidemment, c'est que ça récompensait Cyberhall, ce qui était un effort d'unification en Wallonie, ce qui n'était pas simple. On est dans une région qui est très morcelée, donc le fait d'avoir pu s'unir, et donc c'est un award pour moi, mais c'est surtout un award pour Cyberhall, donc ça j'étais évidemment très content. C'est un award national, et il faut un peu voir la cybersécurité dans les universités en recherche est perçue un peu comme c'est un peu la philosophie des maths, quoi. Donc on a un petit peu mis sur le côté, on est les bricoleurs, donc le fait qu'il existe des awards pour récompenser ce qu'on fait, ça légitimise aussi un peu cet état de fait, et donc rien que pour ça, je pense que cet award est important, et je suis très heureux, évidemment. Oui, et allez, je connais bien le programme Cyberhall parce que je connais bien Jérémy Grand-Clodon, qui est d'ailleurs venu dans ce podcast aussi il y a 2 mois, et je travaille avec eux. J'utilise un certain nombre du matériel qui a été créé donc par ce programme que tu as chapeauté. Et d'ailleurs, si vous êtes en Wallonie, allez voir sur le site de l'Agence du numérique, il y a toutes les références, parce qu'il y a plein de matériel pour les entreprises, des tests, des trainings, des supports de formation. Tout ça est super bien fait, et maintenant il n'y a plus qu'à les utiliser. Donc voilà, si vous écoutez ce podcast et que vous travaillez dans une entreprise qui pourrait bénéficier de ça en Wallonie, surtout allez-y. Même entre nous, hein, on ne le répétera pas, mais si vous n'êtes pas en Wallonie mais que vous parlez français, c'est pas très grave, vous pouvez l'utiliser aussi. Je vais continuer un petit peu avec mes invités, j'ai vraiment le plaisir. En plus, j'adore, honnêtement, quand vous parlez de ce que vous faites, il y a une vraie passion, et moi j'adore ça. Mais bon, on va rentrer dans un sujet un tout petit peu moins drôle. Maintenant, on va voir comment Vanessa va sortir de cette question, mais si je te dis que la confidentialité et la protection des données sont des sujets essentiels pour les consommateurs, ça ne va pas t'étonner. Mais comment est-ce que, selon toi, les entreprises peuvent mieux sensibiliser et éduquer autant les employés, mais leurs clients sur la vie privée? Et je vais rajouter, parce que, ok, c'est très bien, mais on le sait,
On a des gens qui, surtout dans le public, disent oui mais non, moi, ma vie privée c'est importante, il faut la défendre, et puis qui juste derrière vont donner toutes leurs données personnelles gratuitement pour avoir une app qu'ils vont pas payer. On a encore du boulot. Qu'est-ce que toi tu conseilles là-dedans? Oui, tout à fait. On en revient au sujet de la transparence que tu mentionnais tout à l'heure. Toute la complexité, je trouve, tient au fait de pouvoir dire les choses clairement aux gens, ce qui est d'ailleurs une obligation du GDPR, mais qui en pratique est souvent assez compliqué. Et les gens ont effectivement, enfin nous tous, on a tous cette dualité à la fois en tout cas en déclaration, l'IAPP a fait encore un survey cette année, déclare être, voilà, se faire beaucoup de soucis par rapport à la protection de leur vie privée, mais en même temps demande une expérience client qui soit tout à fait fluide, facile. Les gens n'ont pas envie de réencoder 10 fois leur identifiant. Ils veulent pouvoir être reconnus immédiatement, accéder à leurs services et au meilleur niveau de service avec le moins de contraintes et de délais possibles, quoi. Et donc voilà, c'est un peu cette double contrainte sur laquelle on doit travailler, aussi bien en interne. Alors en interne, ce qu'on explique vraiment bien, c'est que voilà, toute cette éducation par rapport aux data et la protection des data, c'est ce qui construit finalement la confiance des gens dans le service. Et la confiance, bon, pour un telco, mais pour n'importe quelle entreprise, en fait, c'est la base de la relation clientèle. Et les études montrent que la protection des données est un élément vraiment important dans la construction de cette confiance. Et par rapport aux gens, voilà, on essaye toujours d'écrire les choses les plus clairement possible et simplement, de leur donner au maximum le choix de ce qu'ils partagent ou de ce qu'ils partagent pas, leur donner la possibilité de changer ce choix par la suite. Mais il y a certains sujets, et notamment en lien avec la cybercriminalité, par exemple la lutte contre la fraude, où il est vraiment important pour nous de pouvoir utiliser des données personnelles pour pouvoir protéger les gens. Voilà, mais sans toujours leur donner nécessairement le choix, parce que je veux dire, les fraudeurs ne vont pas accepter qu'on traite leurs données. Donc voilà, il y a beaucoup d'ambiguïté à gérer. Et c'est un travail d'éducation permanente, de vulgarisation, voilà, aussi bien interne que externe. Alors on a certaines aussi initiatives à destination du grand public sur l'éducation, à l'utilisation d'un safe internet, etc. dans les écoles, où Privacy en fait bien sûr partie. Oui, et quand tu parles de fraude, tu touches à ma boutique, donc moi je sais vraiment ce que c'est, et on est vraiment aujourd'hui inquiet en tant que professionnel de la lutte anti-fraude parce que la quantité de données qui est accessible par des gens qui sont malhonnêtes, parce que soyons clairs, c'est ce qui se passe, et la manière dont ils peuvent aujourd'hui personnaliser un message de phishing, par exemple, devient tellement pointu que pour le public, et comme tu dis, le public qui veut que les choses se passent simplement, donc si j'ai un message simple avec des données à moi, évidemment que ça vient de l'entreprise qui dit qu'elle est, mais alors qu'en fait on a usurpé son identité, mais on se retrouve face à des problèmes où aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué de faire la différence entre un message qui est légitime et un message qui est frauduleux. Et cette protection des données aujourd'hui, elle va... Il y a toute la régulation qui est là pour protéger la population à un moment où, de l'autre côté, ceux qui n'y sont pas soumis, parce que les criminels, le GDPR, ils s'assoient dessus comme les autres règles de toute façon, et on se retrouve à se battre contre une concurrence qui joue pas les bonnes règles. C'est loin d'être simple aujourd'hui, malheureusement. Oui, tout à fait. Et c'est ça un peu sur lequel on voudrait travailler plus, c'est qu'en fait, on doit pouvoir lutter à armes égales un petit peu. Enfin, on ne le sera jamais tout à fait puisque nous travaillons dans la légalité et que les fraudeurs pas. Mais le GDPR a des côtés parfois excessifs. On parlait d'overrégulation. Et donc, pour la lutte contre la fraude, qui est vraiment un objectif légitime, les opérateurs télécoms, par exemple, sont très bien placés, étant donné le volume de data qu'ils ont, pour pouvoir identifier, en fait, ces patterns de fraude, leur origine, etc. Et donc de pouvoir lutter efficacement contre cette fraude. Mais pour ce faire, on doit pouvoir être autorisé à utiliser
un grand volume de données pour pouvoir créer des profils, créer des modèles, tirer des règles qui permettent d'identifier ces fraudeurs le plus tôt possible. Et aujourd'hui, le fait est qu'on est soumis quand même à un certain nombre de contraintes liées au GDPR qui nous bloquent dans un certain nombre de ces recherches. Et donc voilà, c'est un discours qu'on aimerait avoir avec certains régulateurs, législateurs belges et européens notamment, pour pouvoir démontrer voilà, la valeur ajoutée aussi du traitement de ces données dans cette grande problématique effectivement de la sophistication de la fraude dans l'écosystème digital aujourd'hui. Ouais. Et vous n'êtes pas les seuls, hein, parce que par exemple le secteur bancaire a exactement les mêmes Tout à fait. préoccupations. On leur parle Protéger aussi. ses clients contre la fraude est une priorité, mais on est parfois un petit peu inquiet de ce que le GDPR va dire si on partage des données qui permettraient justement de... Donc c'est un problème qui effectivement touche Cross Industries. Axel, on va rester, alors on va peut-être pas passer dans la fraude, mais dans la sécurité, parce que finalement, on n'est pas très loin, ça reste de la sécurité en ligne. Mais si je reviens sur Cyberwall, et on parlait avec Vanessa de sensibilisation, d'adaptation du public, voire même des entreprises, à la réalité de la sécurité en ligne, mais depuis que vous avez lancé le programme Cyberwall avec l'ADN, est-ce que toi, tu as observé, je dirais, une évolution dans les entreprises wallonnes, finalement, plutôt dans la manière dont les entreprises wallonnes vont aborder la cybersécurité, que ce soit d'ailleurs en termes d'investissement ou de gestion des risques. Mais est-ce que tu vois que voilà, ça commence à prendre un petit peu, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail? Alors je pense qu'il y a malheureusement encore beaucoup de travail parce que ça reste un coût pour beaucoup. La cybersécurité est un coût et l'IA est un avantage. Et donc l'IA étant en même temps que la cybersécurité, les deux hypes du moment, on sait où les entreprises ont le plus envie d'investir. Mais au vu des attaques qui ne cessent d'augmenter, on se rend aussi compte en fait que les entreprises voient ce coût comme inéluctable et se rendent compte maintenant en fait que c'est beaucoup moins coûteux de se protéger, de se former, donc puisque la formation est la première des protections, que de subir une attaque. Donc ça, je vois vraiment cette évolution. Il y a quelques années d'ici, quand j'allais trouver les entreprises, que je disais, bon voilà, X euros pour une formation, me disait, mais non... je ne risque pas d'être attaqué. Maintenant, on me dit, oui, la formation me coûtera 50 ou 60 fois moins cher que le fait d'être attaqué. Donc, il y a un premier changement. L'autre changement aussi, c'est dans la perception des formations. Pendant très longtemps, j'ai été assez frustré d'aller donner des conférences le soir, de voir jusqu'à 300 personnes et puis d'offrir le lendemain des formations gratuites où on se retrouvait avec 3 personnes. Et on s'est rendu compte, en fait, que c'était parce que les CIO n'étaient pas sensibilisés et qu'on le veuille ou non, en fait, laisser partir les personnes pendant la journée, parce que c'est un coût pour l'entreprise. Et donc, on avait fait l'erreur, de mon point de vue, à l'époque, de ne pas sensibiliser assez les CIO. Et les CIO n'avaient pas toujours envie de l'être, il faut bien le dire. Maintenant, ça a beaucoup changé aussi. Et donc, on a accès à eux et on voit vraiment que ça rayonne dans toute l'entreprise. Donc, je vois qu'il y a une prise de conscience. Il reste encore beaucoup à faire. Se rendre compte aussi que la cybersécurité arrive au moment d'une forte digitalisation et d'interconnexion. Si on prend les hôpitaux, il faut faire la cybersécurité de l'hôpital, il faut comprendre qu'il faut la cybersécurité de tous les fournisseurs de l'hôpital, dans une situation où la personne à l'entrée, la personne qui fait la secrétaire ou le secrétaire à l'entrée, qui est la personne la plus vulnérable, fait son job, fait psychologique du patient qui vient se faire éventuellement opérer et doit maintenant maîtriser l'informatique, donc c'est-à-dire dans une situation extrêmement tendue. Donc c'est pour ça qu'il reste beaucoup à faire. Ce qu'on manque aussi, c'est de structuration des moyens publics. Il faut que dans le futur, les moyens publics deviennent structurels. Cyberwall, on a eu beaucoup de chance, on a eu une grande aide du gouvernement wallon, les entreprises ont vu ça, donc ils ont compris que politiquement c'était important, le message politique est important en fait, s'il n'y a pas de message politique, il n'y a pas de suivi, c'est un message à 3 ans, donc après le plan de relance, il faudra que ça continue, c'est un des grands risques qu'on a, tant qu'il n'y a pas de portée politique en fait, il y a très peu de suivi des entreprises et des acteurs de la recherche, il faut le dire aussi. Donc ça, il reste une prise de conscience politique de long terme, on va dire. Ça me fait plaisir d'entendre que les CEO, que tu sens que les CEO se sentent de mieux en mieux impliqués. Personnellement, moi, ça fait des années que je donne des formations à des CEO, à des CFO, du C-level, et parfois je les revois au bout de 2 ans. Et on me revient en me disant « Ah, monsieur Pluvinage, mais oui, je me souviens de vous, j'ai adoré votre formation, c'était chouette, j'ai appris plein de trucs. » Je dis « Écoutez, merci. Et si je peux me permettre la question, mais qu'est-ce que vous avez fait depuis ?» Et rien. Et donc tu te dis « Ok, donc moi je suis un clown, je les amuse, je les divertis, mais ça ne sert pas à grand-chose. » Maintenant, ça remonte à quelques années. Donc heureusement, maintenant ça commence à changer. Et c'est vrai que le CEO aujourd'hui, il doit aussi connaître la sécurité informatique. Je pense que c'est un truc qu'on a trop longtemps mis de côté en disant, et c'est vrai historiquement,
la cybersécurité, c'est un problème IT. Donc, tu balances ça à l'IT et puis ça m'arrange parce que moi, en tant que responsable d'entreprise, j'y connais rien souvent en IT ou très peu. Le problème, c'est que la sécurité informatique, c'est de la stratégie au départ. C'est qu'est-ce que j'investis, qu'est-ce que je vais mettre comme temps, comme argent, comme gens, comme Vanessa, par exemple, avec voilà, toi, tu vas faire attention qu'on respecte le GDPR et que tout ce qui est data protection soit mis en place. Mais ça, c'est de l'argent et des FT et de la capacité. Si toi, en tant que responsable de l'entreprise, tu ne sais pas comprendre ce que tu as besoin, tu vas avoir une protection, mais tu n'as aucune certitude que tu es bien protégé. Et j'en ai vu beaucoup qui sont revenus me voir en me disant hey, je sais, oui, j'avais pensé que j'étais protégé, j'ai fait confiance à mon IT, et honnêtement, je lui fais toujours confiance, seulement il s'est trompé, et comme il était tout seul, il n'y a personne qui l'a vu jusqu'au moment où on s'est retrouvé avec un ransomware. Donc, moi, j'aime ça. Et le programme Cyberwall, pour moi, est important parce que j'aime le côté aussi, le fait qu'il y a une fédération. On commence maintenant à travailler ensemble. Et c'est encore ce qui manque un petit peu parce que la prochaine étape, pour moi, avant que l'IA sauve le monde, c'est que on bosse aussi ensemble là-dessus. On n'est pas concurrents. Quand on parle de cybersécurité, on n'est pas concurrent. Je peux travailler avec mon concurrent, j'ai aucun problème avec les lois de la concurrence parce qu'on ne parle pas de clients et de produits et de ventes et de chiffres d'affaires. On va peut-être mutualiser des coûts qui finalement ne sont pas liés à mon activité professionnelle. Et ça manque encore. Et ce que j'aime dans le programme Cyberwall, c'est que c'est une première étape vers bossons ensemble. On va commencer à prendre les mêmes programmes, on va récupérer vos remarques et on va essayer d'en faire quelque chose parce que si je ne me trompe pas, il y a aussi une sorte de fédération au niveau européen. Vous avez travaillé avec des fonds européens et vous avez travaillé avec des aides européennes, si je ne me trompe pas, sur le Cyberwall. Alors, on a eu des fonds FEDER, notamment c'est ce qui finance une recherche survenue, donc il y a effectivement des fonds européens qui sont utilisés, et il y a, on est encore en structuration, donc on n'a pas encore beaucoup parlé, il y a aussi toute la cybersécurité quantique qui est menée au niveau de l'Europe et où la Belgique a pris une grande place. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un démonstrateur quantique avec des échanges de clés quantiques, génération échange de clés quantiques. Et donc, ça, on le fait à la fois au niveau de la Wallonie, au niveau de la Belgique. Alors, la Belgique, on a beaucoup de chance, c'est que c'est un petit pays et comme les liaisons, ça coûte cher, en Belgique, on peut faire rapidement des démonstrations dans des grandes villes. Faire ça entre Rennes et Nancy, c'est beaucoup plus cher pour les Français. Donc, on prend de la place. Et donc ça, c'est une collaboration vraiment belge et notre programme est bien évalué, donc il est bien positionné aussi en Europe et au-delà de l'Europe, puisqu'on travaille aussi avec Singapour, par exemple. Donc oui. on est visible. Le quantique, au niveau de la recherche, c'est quand même une grosse partie de l'avenir de la partie informatique tout court, et puis tout ce qui est lié à la sécurité, finalement. Oui, tout à fait. Et on avait, il y a 2 semaines, le spécialiste mondial du quantique, Gilles Brassard, personne qui a fait l'université avant ses 18 ans, qui est venu visiter notre programme et qui l'a reconnu comme un programme extrêmement important. Il reviendra d'ailleurs en 2025 et va collaborer avec notre pays. C'est quelqu'un qui est sur la liste des prix Nobel de physique. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de personnes. Là, on parle du futur déjà, parce que l'informatique quantique, c'est quand même un futur qui est alors plus ou moins loin sur avec qui on discute, mais quand même. Pour l'échange de clés quantiques, ça commence. Maintenant, pour l'ordinateur quantique, les calculs quantiques, là, ça va coûter encore beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent. Pour parler un peu du futur, je vais me tourner vers Vanessa. Je ne sais pas si tu as sorti ta boule de cristal de ton placard, mais quand on parle de cybersécurité et finalement de la protection de la vie privée, ce qui est quand même ton domaine, qui sont 2 disciplines, on l'a déjà dit, qui sont de plus en plus interconnectées. En fait, à mon avis, elles l'ont toujours été depuis qu'on a commencé l'informatique. Mais à ton avis, comment les professionnels dans ces 2 domaines, donc je répète, la cybersécurité et la protection de la vie privée, peuvent anticiper et gérer les menaces du futur? Alors attention, la question, c'est le futur. Comment est-ce qu'on va faire pour que demain, on soit mieux protégé avec ce qu'on sait déjà aujourd'hui, finalement? Oui, c'est une collaboration quotidienne qu'on a ensemble. Moi, ce qui me manque aujourd'hui, je dirais, justement pour appréhender ce développement futur, c'est peut-être plus de collaboration sur toutes les PET, comment on les appelle ça, donc toutes les techniques qui permettent
Privacy Enhancement Techniques, en fait, qui sont des techniques voilà, d'encryption ou autres, qui permettent finalement de continuer à utiliser les datas au maximum, notamment dans le cadre de l'IA aussi, pour alimenter les modèles, etc., ou pour fournir, comme on disait, la meilleure expérience possible à nos clients, tout en respectant leur vie privée. Ça, j'y crois beaucoup au développement de ces PET, et c'est un domaine sur lequel je voudrais que mon équipe aussi, on se développe plus à l'avenir, en ajoutant notamment des profils qui sont peut-être à la frontière entre celle de l'équipe cyber et la mienne. Donc, plus nécessairement des juristes, mais des privacy ingénieurs, par exemple, ou des profils de ce type-là. Donc, j'irai plus de collaboration, apporter plus de technicité. C'est quelque chose, d'ailleurs, je trouve, qui manque un peu aujourd'hui dans les formations universitaires, et notamment dans les facultés de droit. Il y a finalement très peu de formation vraiment ciblée data, ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à recruter déjà simplement des juristes privacy tout court, et encore moins de formations qui sont un peu voilà, qui correspondent plus à la réalité d'aujourd'hui, qui sont à cheval à travers plusieurs disciplines, donc apporter plus de connaissances techniques notamment à ce profil de juriste. Ça, ce serait vraiment une valeur ajoutée énorme pour les entreprises. On en a vraiment besoin. Et voilà, j'espère avoir des discussions à l'avenir avec certains milieux académiques pour voir si voilà, est-ce qu'il serait possible de développer ce type de profil. Écoute, j'espère que cet award va t'ouvrir encore d'autres portes. Axel, tu voulais dire? Oui, moi je voulais dire aussi qu'il y a l'inverse. Quand j'avais ma formation en informatique, on avait des formations de droit des contrats informatiques et autres. Donc, moi je parle d'il y a 26 ans, je m'en sers encore aujourd'hui. Ça m'a permis pendant Corona Alert de comprendre les arrêtés royaux et autres. Ces formations, malheureusement, les jeunes informaticiens les rejettent. Hein. Quand ils arrivent à l'université, ils ne veulent plus que coder. Et je pense qu'il y a un abrutissement des formations aussi du côté de l'informatique. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et donc, c'est bien d'entendre les juristes qui veulent faire un pas vers la technique. L'inverse doit être aussi vrai. Les informaticiens ne peuvent pas se contenter uniquement de coder. Ils doivent faire un pas aussi vers les juristes. C'est pluridisciplinaire. Et donc, je regrette un peu qu'on enlève de tous les programmes ces cours qui, oui, ne sont pas des cours d'informatique directement, mais qui sont tellement utiles quand on se retrouve dans une entreprise. Oui, c'est un langage en fait, hein. On a chacun un langage, et ce qu'on voit, c'est que souvent quand on met nos ingénieurs en sécurité et mes juristes, c'est que voilà, ils se comprennent pas. C'est comme parler de langue étrangère. Et on a besoin parfois d'un profil, et ils sont rares, de gens qui arrivent à faire la traduction en fait entre ces deux mondes. Donc, eh ben, parlons-en, Axel. Peut-être qu'ensemble on peut faire des propositions. Oui, avec puisque plaisir. C'était un de mes plus grands chevals de bataille. Moi, je suis très déçu de la dégradation de la formation informatique. Doit être pluridisciplinaire. Doit être pluridisciplinaire parce qu'il y a l'envie d'attirer des étudiants dans la formation, et il y a aussi le retour sur investissement. C'est-à-dire que quand l'étudiant sort et qu'il va quelque part, il doit valoriser l'établissement d'où il vient. Et donc, c'est à ce moment-là que ces cours annexes deviennent extrêmement importants. Et par le passé, j'ai vu effectivement des juristes, des informaticiens se disputer. Et j'étais moi là et je disais, mais vous êtes en train de dire exactement la même chose, sauf que vous ne le dites pas de la même façon. Tout à fait, ouais. Restons dans la législation et la cybersécurité, parce que finalement, on l'a vu, c'est important. Le GDPR en étude, mais il y a plein d'autres législations, NIS 2, qui ont amené beaucoup de choses très importantes aujourd'hui. Elles viennent beaucoup du niveau européen, ce qui est bien, parce que ça nous permet d'uniformiser au niveau européen. Mais d'après toi, Axel, comment la recherche finalement peut influencer la manière dont les politiques publiques et les normes de cybersécurité sont développées et mises en œuvre aujourd'hui? Parce que moi, je vois beaucoup de législation arriver, c'est mon domaine, je les lis, je suis juriste aussi, c'est super drôle, je ne l'ai pas dit, mais je suis juriste de formation. Des fois, je me dis, mais est-ce que vous avez compris le problème? Parce que vous amenez une solution qui oui, elle a du sens si on regarde juste le problème avec des œillères, mais si vous regardez comment ça se passe vraiment, si vous aviez parlé avec des gens qui sont dans le domaine, vous auriez vu que finalement, vous êtes en train de complexifier le travail des experts. Qu'est-ce que tu en penses toi là-dessus, Axel? Peut-être que Vanessa va répondre, parce que j'ai l'impression que c'est une question qui peut vous intéresser tous les deux.
Mais bon, d'abord la recherche. Comment est-ce que la recherche peut influencer les politiques publiques et les normes de cybersécurité? Alors c'est vrai que pendant longtemps, on a eu ce discours, et on l'a toujours maintenant en découvrant certaines législations, où on se dit, mais c'est celui qui a écrit ça, n'y connaît strictement rien en pratique, et on s'énerve. Une façon d'influencer ça, en fait, c'est aussi de sortir de son bureau, parce que c'est bien de se plaindre, mais il faut aussi faire le pas pour aller vers ceux qui écrivent les législations. Les Français l'ont bien compris à l'ANSSI, donc c'est le CCB version française, et le CCB d'ailleurs l'a bien compris aussi. Il faut que les chercheurs intègrent les organismes de discussion sur les directives et dès le départ expliquent ce qui est possible ou n'est pas possible et soient aussi capables, c'est très, très dur pour un chercheur d'admettre que certaines choses on ne pourra pas le faire parce qu'on a toujours envie de tout promettre. Donc c'est le rapprochement dans les deux sens et pas uniquement dire le juriste commencer à râler. Non, on doit aussi sortir de nos bureaux et pas se dire on est le... Ça j'ai remarqué dans Corona Alert, c'est à partir du moment où on est sorti avec Bert Prenel et qu'on a parlé aux juristes qu'on on a impacté les législations en Belgique là-dessus, mais on a fait des choses qui marchaient. Alors ça n'a pas toujours été vu par le grand public parce qu'avec le coronavirus, ils avaient d'autres choses à faire. Mais voilà, donc la recherche, elle peut impacter parce qu'on a des solutions, mais il faut les diffuser et il faut s'ouvrir. Moi, ce qui m'ennuie un petit peu en Europe pour l'instant, c'est la façon dont les universités fonctionnent comparé aux États-Unis. J'entends parler de cette sacro-sainte liberté académique qui m'ennuie un petit peu. En fait, il faut absolument que les universitaires aillent vers le législateur, aillent vers l'entreprise et sortent de leurs bureaux. C'est des fonds publics qui sont quand même donnés pour faire fonctionner tout ça. Donc, il faut une ouverture des deux côtés. On ne peut pas se contenter de reprocher aux législations mal ficelées qui arrivent. Et le RGPD n'est pas une mauvaise législation, que du contraire. Les Californiens en adoptent une version qui est très très proche. Le RGPD a souffert du discours de certains avant même qu'on ait les examiné, et donc s'il y avait des chercheurs derrière qui l'avaient un peu examiné correctement, on aurait vu qu'on savait en fait faire plein de choses, et on aurait pu avoir un discours en fait beaucoup plus proactif et beaucoup plus intéressant. Donc voilà, c'est ça que la recherche peut faire, et les chercheurs doivent évoluer et travailler avec les juristes. Et on se rendra compte alors qu'il y a beaucoup de murs qui vont tomber. Oui, c'est ça. Enfin, moi, je ne suis pas dans la recherche, mais je pense qu'il y a aussi toute la richesse de la pratique du terrain. Et à l'image de ce que tu disais, Axel, on a un peu les mêmes besoins du côté privacy, où oui, je pense ça pourrait bénéficier à tout le monde en fait si on avait une possibilité d'avoir des conversations beaucoup plus continues, notamment avec le régulateur, qui a une fonction de contrôle et de sanction, mais qui, on le voit notamment avec la CNIL en France, a aussi potentiellement un rôle très important à jouer dans le développement multilatéral de nouvelles solutions qui prennent en compte les réalités, avec des possibilités de sandboxing, de tester les choses ensemble, de pouvoir aller par exemple à l'autorité, lui dire voilà, c'est ce qu'on voudrait faire, qu'est-ce que vous en pensez, oui, non, et qu'on développe ça ensemble et que eux puissent l'intégrer ensuite dans leurs réflexions législatives futures. On travaille pas mal avec l'IBPT, par exemple, qui est notre régulateur telco. On a développé ensemble des solutions, notamment de SMS phishing, etc. Et on voit que c'est un grand succès. Tout le monde en bénéficie, tout le monde s'enrichit et on arrive avec des solutions alors qu'ils sont parfaitement adaptés. Je pense que dans le monde privacy, on devrait faire ça beaucoup plus, ouais. Merci, et je suis absolument d'accord. Ce système de check en fait, c'est un filtre anti-spam, mais pour les SMS, fonctionne extrêmement bien. Moi, je le vois, je suis dans le monde de la fraude, et même si je fais aussi de la cybersécurité, on voit un impact. Je ne vais pas donner de chiffres, mais quand on sait combien de SMS frauduleux sont bloqués par jour, c'est effarant. Il y a des beaux chiffres, ouais, tout à fait effarant. Mais donc, c'est effectivement un système qui est super important. Je vais vous poser une dernière question à tous les deux. Il y a une chose que j'aimerais savoir sur chacun de vous. Moi, j'ai bien aimé ce que tu disais tout à l'heure, Vanessa, par rapport à ton award, tu me disais que c'est une reconnaissance, pas uniquement pour toi, mais pour ta profession. Et on le sait, le GDPR et les législations en général, c'est pas les trucs les plus sexy qui attirent ou qui font que, voilà, dans l'entreprise, on va dire j'adore ce que tu fais, c'est bien, ça m'ouvre des portes. Non, en général, on va dire tu viens encore m'embêter et m'empêcher de faire mon boulot. C'est souvent ce qu'on entend quand on arrive avec une législation dans les bras. Et pourtant, d'abord, c'est un métier qui est passionnant. Enfin,
Je le sais, j'ai été aussi travaillé sur le GDPR. Et puis c'est un métier d'avenir, tu l'as dit. Je veux dire, demain, la protection des données, c'est de plus en plus important. Et donc moi, avec tout ça en bagage et en introduction, je voudrais te demander, avec ton expérience, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à de jeunes professionnels? Alors je sais, les juristes, allez voir les IT. Tu l'as déjà dit, donc tu n'as plus le droit d'utiliser ce joker-là, mais quel conseil tu donnerais à des jeunes qui voudraient se lancer dans le domaine de la protection de la vie privée en général, et quelle que soit leur origine, pas uniquement des juristes? Oui, tout à fait. Je leur dirais déjà, je leur dirais venez, hein, parce que je crois qu'on souffre un peu, voilà, on est un peu dans l'ombre, donc on est mal connu. Cette fonction vraiment de privacy professional en entreprise particulièrement est mal connue. Et comme tu disais, c'est très injuste parce qu'en fait c'est une profession qui est franchement passionnante. On est à la pointe de l'innovation, ça change tout le temps, il n'y a aucune routine, ça nous oblige de rester complètement à jour sur tous ces développements technologiques. Bon, comme je disais, je trouve que les formations sont pas tout à fait adaptées aux besoins actuellement. Donc, ce que je leur recommanderais, c'est déjà d'être curieux, de s'intéresser, d'écouter des bons podcasts, de lire les bons articles, d'écouter les personnes de référence, de s'intéresser au secteur parce que voilà, il évolue tellement vite que c'est ça qui fera la différence. Et ensuite, peut-être de venir pratiquer les choses, faire des stages chez nous. Par exemple, chez nous, on est toujours ouvert à accueillir des stagiaires, leur montrer la réalité du terrain, leur donner le goût et se former un peu comme ça sur le terrain. Hein, je dirais, à défaut, c'est un petit peu ça. C'est un métier qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de technicité, mais aussi beaucoup de créativité et qui apporte beaucoup en retour. Voilà. Merci. J'espère que tu vas pouvoir recruter, que tu vas recevoir plein de CV, en tout cas dans les prochains jours. Et toi, de ton côté, Axel, la question a l'air un peu tricky, mais je pense qu'elle est intéressante. Avec ton expérience, tu nous l'as dit, elle est multidisciplinaire dans un sens, elle est multiculturelle aussi, elle est surtout cross de tout ce qui est recherche et cybersécurité. Quelle serait la leçon, parce qu'à la fin, j'aime bien que mes hôtes proposent quelque chose aux gens qui nous écoutent, mais quelle est la leçon que tu as apprise dans tes recherches? Et j'ai envie de dire qu'on ne retrouve pas dans les bouquins, parce que si je la connais déjà, c'est pas marrant, mais qu'est-ce que toi, tu ressors de toute ton expérience où tu dis, ça, j'aimerais bien le partager? Je pensais que la question de Vanessa était difficile, mais je vois que tu as encore fait plus dur. Toi, t'es du haut niveau, mon avis, t'as combien d'awards en arrière? Oui, c'est ça. La leçon que j'ai tirée, qui n'est pas dans les bouquins, c'est que sans collaboration, tout d'abord, on n'y arrive pas dans ce monde multidisciplinaire. Donc sans formation, on n'y arrive pas, et sans ouverture d'esprit, surtout, on n'y arrive pas. Et par ouverture d'esprit, j'entends surtout englober des talents de tous horizons. Donc moi, ce que ma carrière m'a appris, j'ai rencontré de tout. Donc j'ai rencontré des profs d'UNIF qui avaient des Turing Awards, j'ai travaillé avec 3 d'entre eux, tout comme j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas terminé l'école secondaire et qui en fait m'ont donné des idées de recherche qu'aucun universitaire ne m'avait donné. Donc en fait, il faut pouvoir accueillir ce qui vient de partout, toutes les idées, tous les talents, et pouvoir exploiter ça. Ça, il n'y a aucun bouquin qui apprend ça, on a toujours des choses très formatées, mais on va dire le monde pluridisciplinaire, j'ai appris qu'il avait une valeur extrêmement importante, bien au-delà des mots, donc dans tous les faits concrets. Voilà, c'est vraiment ça et c'est ça que je dirais. Merci. Et si je peux me permettre de résumer avec un seul mot, curiosité, finalement. Curiosité, exactement. Il faut être curieux, et tu pourrais rajouter ne surtout pas avoir peur de l'échec. En cybersécurité, les recherches sont dures, mais on finit toujours par arriver à quelque chose. Merci d'abord à tous les deux d'avoir partagé vos idées, votre expérience, mais surtout, et je l'ai déjà dit, mais votre passion, je l'ai vraiment senti dans ce que vous nous avez transmis aujourd'hui. Et merci à vous qui avez écouté ce premier épisode 2025 finalement de notre podcast Cyber Talk, le podcast de la Cybersecurity Coalition. Sachez que vous pouvez retrouver
toutes les informations sur la coalition sur son site internet, www.cybersecuritycoalition.be en un seul mot. Je mettrai, comme d'habitude, le lien dans les notes de l'épisode. Et si vous n'êtes pas membre de la coalition et que vous trouvez ça peut-être intéressant pour vous, vous trouverez aussi toutes les informations pour devenir membre de la coalition sur le site internet. Pour ma part, je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée, suivant quand est-ce que vous nous écoutez. Et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de Cyber Talk. Prenez soin de vous et de votre sécurité en ligne.